Salut à tous, c'est Adam et aujourd'hui je suis accompagné de Samy. Comment tu vas? Salut Adam, ça va, tu vas bien? Ça va, un peu malade aujourd'hui, Alhamdoulilah, mais ça va. Alhamdoulilah, tout va bien, tout va bien. Super. Alors, Samy, c'est une grande figure du MMA marocain. C'est un grand Merci. coach. Aujourd'hui, il va un peu nous parler de sa vie, on va un peu parler de lui. Alors, ma première question déjà de base, c'est qui es-tu? Qui est Samy? Qui est Samy Houch? Alors, moi, je suis originaire de la banlieue parisienne. Je suis né le 1er février 79. J'ai 46 ans là depuis 2 jours ou 3 jours, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai roulé un peu ma bosse. Je suis dans le 92. 92, c'est un département très sportif. Donc, depuis petit, on a eu la chance de pouvoir avoir accès un petit peu à tous les sports, notamment les sports de combat. Moi, j'étais dans une ville où ça pratiquait énormément le taekwondo. J'étais entre une ville qui pratiquait énormément le taekwondo et une ville qui pratiquait énormément le muay thai. Il n'y avait pas trop la boxe anglaise, un petit peu à Levallois, c'était pas très loin de chez moi. Mais bon, voilà, ma jeunesse, c'était le taekwondo. Bon, moi, je faisais pas de muay thai, mais bon, voilà, c'était le muay thai. Les années 80-90. Du coup, ta première rencontre avec les arts martiaux, c'est le taekwondo. Et comment t'as transitionné vers le MMA? Alors, bah, comme je te dis, moi j'ai 46 ans, donc déjà les premiers UFC, on les a vus, on les avait en cassette vidéo. Tu vois, les VHS, la jeunesse ne connaissent pas. C'est 1993, le premier UFC, on est choqué, on est super content. Déjà, c'est un truc qu'il fallait chercher. Avant, il n'y avait pas les réseaux, tout ça, donc les infos, il fallait aller les chercher. C'était incroyable, je sais pas comment on faisait, je sais pas comment on se débrouillait, mais bon, à la fin du compte, on avait la vidéo du premier UFC. Et ça a continué comme ça, UFC 1, 2, 3. On aimait. On regardait ça et on kiffait. Moi, j'étais dans le. Il n'y avait pas encore en France, hein, ça arrivait un peu plus tard. Moi, j'ai commencé le taekwondo jusqu'en 2000. J'ai commencé, je crois, à 15-16 ans. J'ai fini tôt à cause de l'arthrose. Je pense à l'âge de 21 ans, 22 ans, je crois, 21-22 ans, j'ai arrêté. Et après, j'ai fait ma transition en boxe anglaise, mais en boxe anglaise vraiment loisir. D'accord? Je n'étais pas compétiteur, mais, euh, mais loisir. Je pensais que c'était bien d'avoir les jambes plus les points en plus, c'était top. Donc, j'allais à Levallois, j'allais m'entraîner un petit peu en boxe anglaise. Levallois, c'était un très bon club à l'époque. Il y avait beaucoup de champions du monde, des champions de France, d'Europe, tout ça. Donc, c'était vraiment, même jusqu'à maintenant, Levallois, c'est un très bon club. Et ensuite, le MMA, il est arrivé, j'avais quel âge? J'avais 27 ans. Ok. 27 ans, je commence le MMA chez Tchèque Congo. Je sais pas si. Voilà, Tchèque UFC? Congo, c'est voilà, une des légendes du UFC. Bon, il a donné son nom, mais il était là très rarement. Mais on s'entraînait, on était des élèves. Il y avait qui? Il y avait Mehdi Hotman, donc maintenant que les gens connaissent. Il y avait bah, Thomas Rivière, celui qui entraîne aussi au KFBC en MMA. Il y avait qui? Il y avait Naya Bezam. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah, après, les autres, c'est des anciens du MMA. Mais bon, bah, la Fernand Lopez, par exemple, il venait s'entraîner aussi, il venait se préparer, chez nous. C'était encore un combattant. Voilà. Donc, on avait un petit club à Colombes, enfin, dans une belle structure, et on a commencé le MMA comme ça. Mais le MMA à l'époque, c'était pas ce que c'est maintenant. Les coachs, ils étaient soit spécialisés dans le grappling, lutte à livrer, soit plus pied-point. Mais bon, généralement, c'était beaucoup les mecs de la lutte à livrer qui, euh, qui donnaient des cours de MMA parce que déjà, le jiu-jitsu, il n'y en avait pas trop à l'époque. Il y avait de la lutte à livrer, mais il n'y avait pas beaucoup de clubs de jiu-jitsu. Pourquoi? Parce que le jiu-jitsu, c'était un sport de riche un peu, il fallait acheter le kimono, etc. etc. Lutte à livrer, c'était plus un sport populaire à cette époque-là. Il y avait un très gros club à Nanterre avec Flavio Peroba. Donc dans ce club-là, tu avais tout le monde qui venait s'entraîner, hein, Faisal Houssine, comme on l'a dit, Tchèque Congo, Nayeb, tout le monde faisait. Bon, ils ont vu tout le monde passer par Nanterre en lutte à livrer. Nous, on vient aussi de là-bas avec comment il s'appelle? Fabien Brochetel. Donc, voilà. Et bah, Mehdi, c'était aussi un des élèves. Ensuite, Mehdi, il est parti du club où on était à Colombes. Il a eu la possibilité d'ouvrir un petit espace de lutte à livrer à Clichy, là où il est encore maintenant. Donc, il m'a dit, vas-y, viens avec moi et tout. J'ouvre un petit truc, une petite section et tout. Je dis, viens, bah, c'est mon pote. Il était encore ceinture jaune à l'époque. On était encore dans les débuts. Mais Flavio, il lui faisait confiance pour pouvoir tenir le club là-bas. Donc moi, je suis parti avec lui à Clichy. On faisait les allers-retours, on allait des fois à Nanterre, des fois à Clichy, des fois à Gennevilliers aussi, parce qu'il y avait aussi une section là-bas. Je m'en occupais aussi là-bas. Mais moi, j'étais vraiment plus MMA.
Donc après, moi, je tournais un petit peu dans les clubs. J'allais avec Fabien Vettorangal. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Fabien. C'est aussi un ancien combattant de MMA français. Il est connu. J'étais avec lui. On allait s'entraîner dans un club qui s'appelle Parabellum à Ok. Paris. Et on faisait un petit peu le tour à droite, à gauche, un petit peu de lutte à livrer là, un petit peu de boxe anglaise là, un petit peu d'MMA quand on peut. Des fois, on allait à Sevran pendant le Ramadan, on allait s'entraîner là-bas avec toute l'équipe de CDK. En MMA, il y avait à l'époque, il y avait Mansour Barnaoui qui débutait, il était jeune. On allait pendant le Ramadan, on allait s'entraîner à Sevran. Sevran, c'est vraiment aussi une ville de MMA et de Jiu-Jitsu, pour ceux qui connaissent. Il y a énormément de champions qui sortent de là-bas. Donc voilà, le cursus, il part de là. Moi, j'ai fait un combat, je crois, en pancrace, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas MMA, en pancrace. Mais bon, voilà, j'avais déjà 20 28, 29 ans, 30 ans. J'étais marié, je travaillais beaucoup. Bon, le MMA, c'était bien, mais ça gagnait pas. Il n'y avait pas d'argent dedans, il n'y avait pas d'avenir dedans. Donc moi, mon but à moi, c'était de m'amuser, d'aller se battre à l'entraînement, de tourner avec les combattants. C'était plus ça mon délire. J'ai tourné aussi en pancrace, comme je t'ai dit, chez Cognam. Cognam, c'est une grosse compétition à l'époque à Montrouge, dans le 92 aussi. Et voilà. Donc après, je me suis mixé l'épaule droite, l'épaule gauche. J'ai vite compris que fallait pas que je fasse de combat, qu'il fallait pas que je rentre dans ce délire-là, que ça me bloquait au niveau du travail. Donc j'ai décidé d'aller passer mes diplômes de pancrace Ok. avec la Fédération française de pied-point, donc FFK-MDA à l'époque. Donc voilà, donc je passe mes diplômes de pancrace, BMF 1, 2 et 3, et après je fais mon décollage au Maroc avec C'est mon bien. projet. Bah, c'était ma prochaine question, tu m'as anticipé, c'est comment t'as Ah, posé tes bagages au Maroc, pourquoi le Maroc, et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. alors, pourquoi le Maroc? Alors moi, mon but, c'était de partir de la France, pas pour gagner ma vie, pas pour réussir. Pas... De toute façon, ce que je dis maintenant, ça paraît logique parce que tu vois beaucoup de maintenant de Franco qui viennent s'installer ou de Canadiens même, parce qu'on voit beaucoup de Canadiens qui sont en train de s'installer aussi au Maroc, beaucoup de Belges, tout ça qui rentrent au Maroc. Mais bon, moi, quand il y a 10 11 ans, quand je suis arrivé au Maroc, c'était pas évident pour tout le monde ce que je disais. Moi, je disais que c'était plus un idéologique, tu vois. Moi, c'était pas pour le business, c'était pas pour réussir dans ma vie, c'était pas ça, c'était vraiment pour mettre ma famille à l'abri, les enfants, mon ex-femme et tout. C'était vraiment ça mon projet. Je comptais ouvrir une petite salle et vivre de ça, voilà, tranquille. Et le Maroc, c'était, bah, tout le monde le sait maintenant, hein, c'est ce qu'il y a de plus accessible pour nous, qui est plus commode pour nous, qui est facile culturellement. Et voilà, on n'est pas très loin aussi de notre famille, si on veut les voir ou qu'ils viennent nous voir, c'est à côté. Et c'est mieux pour nous. On est dans un pays musulman et on est avec nos frères. Voilà, donc voilà, ce que je te dis là, ça paraît normal maintenant. Mais quand je le disais il y a 10-15 ans, quand je disais aux gens qu'il fallait rentrer, qu'il fallait partir, on me prenait pour un fou. Donc voilà. Donc, j'ai arrivé au Maroc, alhamdoulilah, j'ai fait le bon choix. Ok. Et t'as créé le Gym Factory, Ouais. et ça a bien évolué au fur et à mesure des années. Ouais. Pourquoi Gym Factory? C'est quoi tes anecdotes, des moments marquants de cette étape-là de Ouais. ta vie? Bah, écoute, moi, je savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais il s'avère que je suis un passionné. Et en fait, quand tu es passionné, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas ce que tu fais, tu peux faire les choses gratuitement. Et en réalité, quand tu comptes pas tes heures et tu fais les choses gratuitement, eh ben, tu fais les choses bien. Tu vois, Hmm. les gens, ils veulent tout de suite être rémunérés et tout, mais en réalité, moi, j'ai pris beaucoup de fighters gratuitement. Je faisais des coachings gratuits. J'ai fait v'là les heures, je travaillais non-stop et tout. Même si ça gagnait pas beaucoup au début, je le faisais. J'avais mon projet dans ma tête, mais aussi en même temps, c'était pas éprouvant. Tu vois, c'était Hmm. quelque chose, c'était facile pour moi de le faire. C'est pas quelque chose qui m'a pris la tête de le faire. Donc voilà, je me suis occupé d'athlètes. J'ai eu des premiers athlètes comme, par exemple, là, on voit Marwan Belagouit qui est au PFL. Moi, je l'ai eu tout au début, il était jeune. J'ai eu Hassan Lashgard, mais bon, là, il a arrêté maintenant. J'ai eu plein de gens qui sont passés, des Ratman Badrik, là, que vous voyez maintenant aussi en France. Il y a qui? Il y a Zakaria Elana, qui est aussi à Arès aussi maintenant. Voilà. Mais en fait, moi, mon but, c'était vraiment ça. Tu sais, le but, c'était de sortir des Marocains issus du Maroc et les faire briller au niveau international pour montrer que, voilà, avec ce qu'il y a sur place,
On n'a pas besoin pas besoin d'aller en France ou en Europe pour pouvoir réussir. On peut réussir sur place. C'est un peu dur, certes, mais là, tu vois, on voit de plus en plus des cas qui commencent à sortir, ça commence à se démocratiser. Moi, j'étais là, on va dire, plus ou moins dans les débuts. Alhamdoulilah, j'ai cru en ce que j'ai fait et même jusqu'à maintenant encore, je continue et j'ai pas fini de rêver, j'ai pas fini de vouloir ramener quelqu'un à haut niveau. Tu vois, maintenant, j'ai le bagage, j'ai l'expérience. Je repère très très vite avec qui on peut travailler correctement ou pas. Voilà, j'ai fait mes formations aussi avec de très grands entraîneurs actuellement qu'on voit un peu. Là maintenant, on a vu Nicolas Haute. Nicolas Haute, j'étais en formation avec lui. On le connaît, c'est un pote. Donc, alhamdoulilah, je suis super content aussi pour lui. Voilà, donc je fais partie de cette génération de coachs qui est en train de pousser et qui est en train justement de faire du boulot et on est en train de donner du MMA et on n'est pas en train de donner de la lutte à livrer ou de la boxe style ou du machin adapté au MMA. On est en train de donner du pur MMA et on le voit sur les élèves, hein, tu vois. On sent quand ils tournent, c'est vraiment du MMA. On sent que c'est pas soit un grappleur, soit un lutteur, soit un boxeur. On le sent vraiment que c'est un gars du MMA. Comme Patrick Abibora, par exemple, qu'on voit. Patrick qui est coaché par Tarek. C'est impossible de te dire si Patrick, c'est ci ou ça. C'est un combattant MMA pur. Voilà. Bah, déjà, on a pu remarquer, de par déjà ce que tu dis, ton implication dans le MMA marocain. Mm, Et tu es aussi très connu pour ça, pour défendre beaucoup les valeurs du MMA marocain, les athlètes mm, marocains, essayer de mm, faire évoluer le MMA. mm. J'ai quelques questions par rapport à ça. C'est déjà, qu'est-ce que tu voudrais changer dans le MMA marocain, toi? Qu'est-ce que je voudrais changer? Je voudrais qu'il y ait plus de coachs compétents sur le terrain, des coachs qui ont une vraie formation d'entraîneurs de MMA. Je sais qu'on part de loin, mais je pense que si tout le monde y met un petit peu du sien, on va y arriver parce il y a les compétences. Et puis il y a les jeunes pousses qui arrivent aussi, hein. Moi, j'ai des élèves à moi qui vont maintenant pouvoir devenir coach. Tu vois, donc je pense à Taha, je pense à certains gars qui commencent à avoir les batailles, là, déjà les compétences pour pouvoir devenir coach. Là, je te dis les miens, mais bon, c'est pareil chez les autres clubs de MMA, comme à Rebel Team, comme chez Zakaria à Kenitra aussi, qui a des élèves maintenant qui donnent des cours. Donc voilà, il y a des élèves qui peuvent prendre la relève et ça fait plus de coachs sur le terrain, du coup plus de clubs et plus de compétences. Donc c'est ça qu'il faut, il faut démocratiser le MMA. Moi, je suis connu un peu pour mes frasques un petit peu sur le MMA marocain, mais, mais c'est que de l'amour en vérité. Moi, je suis là depuis 10 ans. Je veux juste que ça soit bien fait. Je veux même pas, comme je disais la dernière fois, je veux même pas prendre les rênes de ci ou ça. J'en veux pas. Moi, je veux juste rester coach et m'occuper de mes gars. Mais je veux que ça évolue. Je veux qu'il y ait des compétitions. Je veux qu'il y ait plus de coachs. Je veux qu'il y ait des événements professionnels. Et je pense que le Maroc, il peut largement le faire. Et il faut le faire. Il faut pas qu'on soit euh, dans notre coin à rien faire et à attendre que nos gars ils se partent à l'étranger pour pouvoir réussir. Il faut pas ça. Tu vois, il faut qu'ils se disent, voilà, il y a un avenir au Maroc dans le MMA, je peux me former ici, il y a les coachs compétents et on va pouvoir aussi combattre ici et je vais pouvoir même avoir une carrière professionnelle en commençant d'ici. Ok. Bah, ça rejoint ma deuxième question, ça rejoint un peu la Mm. première. Mais qu'est-ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans le MMA marocain? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Ouais. Euh, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas, c'est le manque de solidarité. Ça me dérange en fait. Les gens, ils pensent que tu vas leur prendre les élèves, mais ton élève, il t'aime, il va rester avec toi. Même si il y a un bon coach là-bas ou quoi que ce soit, il va rester avec toi parce qu'il a des affinités. Tu sais, le sport, ça va au-delà de l'aspect technique. Il y a un aspect humain, tu comprends? Et je pense qu'il y a des coachs qui veulent trop garder vers eux, de peur de perdre les élèves ou de peur de pas de peut-être qu'ils pensent qu'ils sont pas assez compétents alors qu'en fait non, tu vois, pas du tout. On a tous des lacunes, on a tous des, des, euh, des problèmes, mais ça c'est un problème d'ego, tu vois. Moi, moi dans mon cas, j'hésite pas à partager et j'hésite pas à ce que d'autres coachs viennent avec moi pour montrer, donner des choses et je regarde et j'apprends et puis tu sais le MMA c'est tellement vaste qu'il y a toujours à apprendre. Donc je pense qu'il y a un problème de solidarité, mais on le voit pas que dans le MMA, dans le jiu-jitsu c'est pareil, ça se tire la bourre entre eux.
C'est malheureux, alors que en réalité, je pense que vu que c'est des sports qui sont jeunes, si on se divise, on va pas aller loin. Alors que si tous les clubs, on est unis et tu sais, on travaille ensemble, mais que voilà, la guerre, se la fera dans la cage ou sur le tatami, je pense qu'on va évoluer. Je peux très bien être le bête de pote à Tarek, à m'éclater avec lui, à rigoler et tout, Tarek Sendo, à m'éclater avec lui et tout, c'est mon pote. Mais demain, son élève va combattre contre mon élève et puis on va être face à face et puis c'est comme ça. Mais en vrai, c'est du sport. C'est que du sport. On en a rien à foutre. Tu comprends? À la fin du Mm. compte, je te serre dans mes bras, on se fait des bisous, on est content. Voilà, on a passé un bon moment. Il a gagné, il a perdu. Salam alaikum. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas se dire, ouais, mais non, mais c'est un bon. Non, tranquille, c'est que du sport. Il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je pense que ce problème-là au Maroc, tu le vois comme je t'ai dit, dans le jiu-jitsu, tu le vois beaucoup. Et c'est pour ça que le jiu-jitsu n'évolue quasiment pas au Maroc, malheureusement. Alors qu'il y a des très bons combattants, hein. Il y a des bêtes de combattants de jiu-jitsu au Maroc, vraiment. Et en MMA, pareil. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de compétition. Comment tu m'expliques en France, tu as une compétition toutes les 2 semaines de jiu-jitsu, de grappling, et au Maroc, il y en a une toutes les 2 ans. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, pareil pour le MMA. Le MMA, il n'y a rien qui se fait, c'est super rare. Et c'est de la faute des clubs. C'est de la faute des coachs qui se, qui, n- je sais pas, qui ne veulent pas travailler ensemble ou je sais pas, Une je sais attitude un pas. peu sectaire, tu penses? Enfin, Ah. un peu, enfin, c'est une attitude un peu, comme t'as dit, je garde mes élèves pour moi et t'as pas envie de voir Non, d'autres mais coachs. tu sais, je sais même pas s'il y a une mauvaise intention derrière, tu vois, parce que les gars, après les gars, quand tu les fréquentes, tu parles avec eux, c'est des gens gentils. Wallah, la c'est des gens Ouais, tu vois. gentils. Mais tu comprends pas. Viens, on partage, frère. Viens. Moi, quand j'ai ouvert Gym Factory, je laissais tout le monde venir s'entraîner. Le vendredi, je faisais open mat. Open mat MMA, open mat anglaise, open mat pied-point, open mat jiu-jitsu. Tous les autres clubs, ils pouvaient venir gratuitement chez moi. Tu vois? Mais j'ai toujours eu les mêmes clubs qui venaient. Il y avait un club ou 2 clubs. Alors que j'ouvrais gratuitement pour tout le monde. C'est gratuit. Viens échanger. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Viens échanger. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois? Et puis demain, aujourd'hui c'est moi, demain ça sera toi. On vient chez toi. Tu vois? Moi, mes élèves, Hmm. par exemple, tu vois, un truc tout con, tu vas vite comprendre. Tu vois, par exemple, mes élèves, moi, ils vont tourner dans d'autres clubs. Hmm. Ils vont tourner à droite, à gauche et tout, là. Jamais de la vie, ils sont revenus, je leur ai dit, oh, pourquoi t'es allé là-bas? Ouais. Jamais. Je peux pas faire ça. C'est pas mon fils. C'est mon élève. Et puis pour moi, en vérité, c'est bien qu'il soit allé là-bas. Il va tourner, il va voir d'autres mecs, il va voir si ce qu'on fait à la salle, nous, ça marche. Tu t'as compris ou pas? Hmm. C'est que bénéfique en vérité pour lui et pour moi en vrai. Parce qu'il va revenir. Moi, dès qu'un de mes élèves il revient, je prends un témoin, tu peux demander. Quand un de mes élèves il revient, par exemple, il a tourné je sais pas, moi, MKA, Rebelle ou machin, ou n'importe où, il va à Marrakech, à Kenitra, ce que tu veux. La première chose que je lui dis, je lui dis alors, t'étais comment? C'était comment? Ah, ils sont durs. Ah ouais, bien. Alors, t'as réussi un petit peu. T'as compris? Hmm. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et, et moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais le contraire, le contraire, ça se fait pas. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui sont venus chez moi, d'autres clubs, et ils se sont fait embrouiller par leur coach. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu es chez Samy? T'as pas allé là-bas. Et ça, plein de fois. Tu vois? Hmm. Je comprends pas. Voilà, voilà, je comprends pas. Donc Bah, voilà. S'il y avait un truc à changer, je pense que c'est ça. Le et du partage. coup, le partage. C'est beau, c'est un beau mot. Mais du coup, Hein. Après, je suis plus vieux exploit. qu'eux, hein. Vite fait. T'as vu, ils se rendent pas compte. Mais moi, j'ai 46 ans. Tu vois, je suis plus vieux qu'eux. Voilà. Eux, ils ont moins de la quarantaine, tu vois. Ils sont tous plus jeunes que moi. Normalement, tu vois, un minimum tu vois, ils le voient pas. Ils le voient pas, ça. C'est dommage. Mais du coup, là, tu m'as montré un peu ta vision de comment si tu tiens ton club, etc. Mais comment tu définirais, du coup, ta méthodologie de coaching? Ma méthodologie, bah, les bases. Travaille énormément les bases. Tu sais, je travaille un peu comme les, tu sais, les Shaolin à l'époque, là. Ils répètent tu vois, ils répètent 1000 fois le même coup. Moi, je travaille comme ça. La Bruce Lee? Travail. Ouais, on travaille tout le temps le même coup. Travail. Dès que je vois qu'ils ont assimilé une technique,
je rajoute une variante de cette technique. Et on Mm. travaille. Et on travaille. Mais on travaille, c'est pas parce que tu vas faire beaucoup de répétitions que tu dois bâcler le mouvement. Donc on travaille bien le mouvement, les bonnes saisies, les bons grips, la bonne trajectoire de frappe, les bons contrôles, tu vois. Et on répète, on répète, on répète. Et au fur et à mesure des années, ton gars, il va avoir un petit bagage, un bagage, deux bagages, trois bagages. Et au fur et à mesure, tac, 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 il va arriver au bout de 5 6 ans, le gars, il est bien. Il a plein de techniques. Tu comprends que son corps fait tout seul. Parce qu'il a beaucoup répété. Donc, Non, je suis clair. beaucoup de... Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait un rappeur qui disait, la perfection ne vient que par la répétition. La perfection ne vient que par la répétition. Stop. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est comme dans tout, dans l'haltérophilie, dans plein de choses. Il faut répéter, 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 répéter. Les bases. Si ton gars, il n'a pas de base, tu vas pas pouvoir le construire correctement. Enfin, tu as Mm. des mecs qui viennent d'autres clubs et tu sens que euh, le gars, il vient, il se bat bien, c'est un bon fighter, c'est un bagarreur et tout, mais au niveau des bases, c'est pas bon. Des mauvais appuis, des mauvais contrôles, et des mauvaises transitions. Pourquoi? Parce que il a un instinct, il a un instinct de bagarreur, mais ça va être limité. Il va pas pouvoir Mm. franchir un cap parce que techniquement, les bases, il les a pas. Tu comprends? Donc lui, il faut tout effacer et il faut tout recommencer. Il dit non, c'est oublie. Viens, on recommence tout. Je crois que t'as un problème de Ouais. connexion. Non, t'inquiète, c'est bon, ça marche. Ça marche là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc voilà Euh, ma méthodologie d'entraînement. Après, je suis c'est proche de c'est mes des... gars aussi, hein. T'as dit Voilà, je quoi? suis proche de mes gars. Non. Je suis proche d'eux. Je suis pas le gourou, machin. Je rigole avec eux, je m'éclate. Quand on travaille, on se donne, on se donne. Mais voilà, on s'éclate, on rigole et tout. On charrie un petit peu. Moi, j'aime bien charrier. Voilà. Bah, c'est sûr, quand tu passes autant de temps à la salle et que t'essaies Ah d'avoir bah un oui. niveau, c'est Et de puis c'est l'humain pas. aussi. C'est de l'humain. Exactement. Il y en a, ils disent, ouais, c'est mes élèves, c'est mes élèves. C'est tes frères, c'est tes sœurs. C'est ça? En vrai, t'es pas le gourou du maître suprême du temple de je sais pas quoi. T'es un être humain, tu donnes ce que tu peux, et puis ton élève, ça se trouve, un jour ou l'autre, il va te dépasser, et il va faire des choses mieux que toi, et puis tant mieux, et puis t'as réussi à ce moment-là, tu vois. Mm. Ouais, il faut pas être dans un délire gourou, il faut être dans le partage, et c'est comme ça que tu avances, je pense, et tu progresses. Voilà. Et c'est quoi ton plus gros, on va dire, c'est un mot bizarre, mais rêve ou bien objectif même pour le MMA marocain? Hmm. Alors, c'est de pouvoir ramener des très grosses organisations ici et d'avoir un combattant marocain issu du Maroc dans le top 15 mondial, tu vois. Top 15, top 10 mondial. Et bientôt, d'ici la fin du mois de février. Ouais, bientôt. Ah, mais lui, il est pas d'ici, tu vois. Il est Ouais, c'est pas. ça, ouais. Tu Tu vois, un vois, Marocain du Maroc voilà. qui Non, prend un titre Marocain. ici. Je kiffe Youssef, c'est mon frérot, hein, je l'aime de fou, hein, voilà, il est de la bombe. Mais c'est pas le même rêve, tu vois. Lui, il est là-bas, tu vois. C'est pas la même chose. Moi, je te parle d'un mec, un Maghrébi, ici, sur place, et voilà, tu vois. Moi, c'est ça. Je fais pas de la différence d'ethnie, mais c'est la fabrication euh, Made in Morocco. C'est ça. Stop. Tu vois? Coaching 100% Maroc. Voilà. Ah, Pour coaching 100% marocain, dans une salle marocaine, dans une vie marocaine. Mais on crache pas sur les autres Marocains qui portent le bien sûr. drapeau et qui représentent des très grandes nations de sport de combat, alhamdoulilah. Donc non, non, mais bon, voilà, essayer d'avoir un fighter marocain qui puisse rentrer dans le top 10. On n'est pas encore là, tu vois, il y a encore il y a encore du boulot, tu vois, mais je pense que les petites générations qu'il va y avoir, on peut avoir notre Salah Eddine Parnasse, nous aussi, hein, facilement. Inch'Allah. Et bah, du coup, on a vu récemment comme quoi tu avais vendu la salle Gym Factory, tu as toujours le nom Gym Factory, etc. Ouais, ouais, Mais que tu as récemment lancé aussi la Moroccan Top Team ouais, avec beaucoup d'athlètes. ouais. Et je voudrais savoir si tu pouvais m'en parler, c'est qui les athlètes, c'est qui les principaux acteurs. Bah, les athlètes, c'est mes élèves à moi, mais là, il y a d'autres athlètes qui sont en train d'arriver. Là, par exemple, je faisais le compte, on était à peu près 12. Donc, Ok? c'est bien, 12 fighters amateurs et professionnels. Donc, ça commence à prendre forme. Malheureusement, j'ai pas ma salle, mais dès que j'aurai la salle, je pense que l'équipe elle va encore gonfler beaucoup plus, tu vois. Il y aura vraiment beaucoup plus de monde. Le but, c'était quoi? C'était déjà, moi, tu vois, tu sais que je travaille avec la Bulgarian Top Team.
Ouais. D'accord? Donc, je travaille avec eux. J'ai fait 2 stages avec eux, là encore, où j'étais le coach, et coach principal avec Younes et Ilyes, je veux dire. Et du coup, j'ai voulu créer la Marocaine Top Team pour justement fédérer les Marocains autour d'une team. Parce que je pense que Gym Factory, c'est bien, mais, euh, mais ça fait plus fitness que sport de combat. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer justement une team Marocaine Top Team qui va parler plus aux Marocains et fédérer beaucoup plus autour de cette équipe-là. Et voilà. Mais au début, c'était même pas ça le projet. Tu sais, au début, quand j'ai créé la Marocaine Top Team, j'avais créé, tu vas comprendre ce que je disais tout à l'heure, j'avais créé un truc où j'avais invité tous les clubs de MMA marocains à venir s'entraîner tous les dimanches. Mais les fighters, tous ceux qui sont dans une orga, d'accord? Qui sont dans une orga. Et tous les coachs, il n'y a pas de coach. D'accord? Ils viennent, on met les gants, on part pour, je sais pas moi, 9 fois 5 minutes, des blocs de 3 rounds. D'accord? 3 fois 5 ça fait 3 fois 5 ça fait 3 blocs de 3 rounds. D'accord? Et on fait ça tous les dimanches, dimanche matin. En fait, c'est ce qu'ils font les équipes nationales en France. Moi, j'étais au pôle France de taekwondo. Tous les dimanches matins, on se retrouvait, on était 30 combattants et on combattait. Tu vois, Hmm. c'est comme ça, même en boxe anglaise, c'est la même chose, d'accord? Donc, moi, ce que je voulais, c'est ça, créer une team nationale de fighters marocains qui vient de Ouais. n'importe quel club. C'est-à-dire, le mec, il est là, il représente son club, mais il fait partie de la Marocaine Top Team qui n'est gérée par personne, par Ok. aucun coach. Tu as compris? Bon, j'ai essayé Ouais. de faire ça, ça a été un flop, ça n'a pas marché, parce que les coachs, ça se tirait un peu dans ah non, moi chez moi, non, ils y vont pas, non, je veux pas, ta, 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 ta. Donc j'ai abandonné, j'ai laissé de côté Marocain Top Team, et puis là, vu que, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vendu ma salle, je cherche à réouvrir une salle, je cherche un local depuis un moment, je suis toujours en train de travailler là-dessus. Je me suis dit, bah écoute, c'est le moment de créer, excuse-moi. Y a C'est le pas de moment de problème. créer, de ressortir la Marocaine Top Team, mais pour moi. C'est tout. Les mecs, bah, j'ai demandé déjà aux fighters, à tous mes gars, je leur ai demandé, parce que les gars, ils étaient attachés à Gym Factory, tu vois, ils avaient les Rage Guard Gym Factory, les trucs et tout. Je leur ai demandé, ils m'ont dit, ouais, c'est une super idée. Je suis un mec qui demande beaucoup de conseils. Je suis un mec qui aime bien demander d'abord l'avis des gens. J'ai demandé autour de moi et tout. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est une bête d'idée, fais-le, Samy, tu vas cartonner, toi, toi. Voilà, donc j'ai fait ça, et puis on est au début de l'aventure. On est au début de l'aventure de Marocain Top Team, Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, tu seras le head coach de cette Ah team. ouais, là, ouais, pour le coup, ouais, je serai le head coach. Ouais. Pour Pour le l'instant, coup, je j'ai serai le vu, bah, il y a déjà eu des résultats avec Sana Ouais, et et Youssef. Youssef, c'est Et ça? Youssef, ouais. Là, on a qui combat? On a Souel qui combat la MMA League en Ok. France. En France, ouais. En France, il est là, il est avec moi, bah, il se prépare avec moi. Il combat la MMA League. Il y a un Open là, qui va se faire à l'UFC aussi. Il va se faire à l'UFC. Et ensuite, on a l'AKO, mois d'avril, je crois. Donc, il y aura Monahem qui combat. Hmm. Monahem, je sais pas si c'est celui qui regarde un peu mes stories. Très, très fort. Monahem, attention, les gars. Alors là, quand il va sortir l'animal, ça va faire mal. Croyez-moi. Monahem, Sana, Youssef et peut-être Taha, normalement, à l'AKO, mois d'avril, Inch'Allah. Et il y a Abdul qui combat au PFL Afrique. Je Ouais. pense aussi après le Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. PFL Afrique pour les poids lourds, le tournoi des poids lourds. Et juste comme ça, une question. Comment un athlète, un combattant de MMA, on va dire, qui soit décide de changer de salle ou bien n'a pas de salle et qui vient au Maroc, il peut rejoindre la Moroccan Top Team, on va dire. Bah écoute, tu vois, je peux pas ouvrir la porte à tout le monde, c'est une Non. réalité. Tu vois, il faut que je vois qui il est, ce qu'il fait, et puis la mentale. Hmm. La mentale, parce que moi, je me suis fait. J'ai perdu des gars qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain pendant le Covid, quand il y avait plus de salles. Hmm. Donc, les gens qui te lâchent comme ça, toi, tu donnes tout pour eux, tu lui donnes cours le matin, le soir et tout, et après, du jour au lendemain, parce qu'il y a une autre salle, ils te laissent tomber. Ça fait mal au cœur, tu vois. Moi, j'ai d'autres personnes qui m'ont pas lâché et qui me lâcheront pas. Regarde, même maintenant, dans ce cas-là, où actuellement j'ai pas de salle, ils sont encore là, ils sont là tout le temps. On s'entraîne à 3 heures de l'après-midi et ils viennent, ils sont là.
tu vois. Donc, il faut prendre des gens fidèles avec qui tu peux faire un projet, pas un opportuniste qui se dit, ouais, je vais venir gratter un peu de buzz, un peu de management et je me casse parce que moi aussi, j'ai le management qui va avec. Tu vois, j'ai Aymen et la Bulgarian Top Team qui bossent très bien pour le management. Et, euh, et du coup, voilà, il y a des, il y a des portes ouvertes rapidement. Donc pour ça, je ferai des. Là, de toute façon, dès que j'ouvre une salle, je refais une sélection. Je vais refaire une sélection. Je vais essayer de recruter encore 3 à 4 mecs, tu vois. Il y en a aussi. Et puis après, on voit qui peut faire partie de l'aventure, surtout mentalement. Je préfère prendre un mec techniquement pas au top, mais voilà, c'est un bon mec voilà, tu sais que tu vas pouvoir progresser parce que le mec, il a envie et puis il est sérieux et tout, qu'un opportuniste qui est technique, voilà, qui a la grosse tête ou je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Donc le but, c'est vraiment de créer une structure professionnelle, Mmh. compétitive pour les combattants marocains. International. Je veux que mes gars, International. ouais, je veux qu'il n'y ait pas de différence quand ils rentrent dans la cage avec un combattant d'un autre pays. Qu'on sente pas, voilà, c'est un mec du bled. Tu vois, tu connais les a priori. Tu vois, moi, je veux pas ça. Moi, je veux que quand il rentre dans la cage, se dire, ah ouais, putain, merde, il y a un bête de niveau là-bas, tu vois. Donc, voilà, là, pas. Et tu vois, moi, je fais cette flamme, il n'y a pas que moi. Je sais pas si tu as vu un peu battre Gianni là dernièrement. Bien vu. C'est fort, tu vois. C'est Ouais. fort. Et quand tu le vois Ok. combattre, c'est propre, tu vois. Ça fait plaisir. Tu vois, Marwan, même si j'étais en désaccord avec lui, voilà, il fait la finale. Bon, c'était, et je pense qu'il manque certaines choses, mais bon, déjà, le mec, il commence à prendre de l'expérience, il est là et ça fait plaisir. Donc, tu vois, petit à petit, on est en train de, même si c'est pas moi, c'est les autres, bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui va démocratiser. euh, l'idée que au Maroc, on peut fabriquer des champions. Ok. Donc Bah du coup, il faut soutenir ces gens-là aussi. c'est ça. Bah Voilà. du coup, c'est ça tes ambitions un peu, tes ambitions sur la scène mondiale, on va dire sur la scène internationale, c'est d'essayer de vraiment montrer un vrai MMA marocain qu'on ne prenne Ouais, pas pour des faire-valoir ou des journeymen, c'est ça. exactement, exactement. T'as résumé. Je veux pas qu'on les prenne pour des faire-valoir. Je veux qu'ils soient des vrais challengers, des tueurs, techniquement, mentalement. Voilà, je veux que ça soit ça. Je veux que quand on les voit arriver, on se dit, ah ouais, putain, merde, c'est solide. Voilà, ça que je veux. Mais tu sais, Tarek, quand il est venu avec Patrick la première fois à faire préparer le championnat du monde, il avait été surpris, hein. Il est venu à Gym Factory, ils sont restés, je crois, 10 jours, plus de 10 jours. Et ils étaient surpris. Ils ne devaient pas rester 10 jours à la base, ils devaient rester moins. Et pareil, pour Youssef Zalal, la même chose. Youssef, il est venu, il ne s'attendait pas à ça. Il me l'a dit, il m'a dit, ah ouais, techniquement, c'est très bon. Il m'a dit, vraiment, vraiment, il m'a dit, vous avez un très bon niveau. Tu vois? Donc, quand tu as des gens comme ça qui viennent et qui te valident, tu vois, c'est beau. Pareil, les Tchétchènes, là, quand ils étaient là pendant l'été, l'équipe, là, il y a un Tchétchène qui combat pour le Maroc, j'ai oublié son prénom. Nordouyev? Nourdiev, Nourdiev. Nordiev, Nourdiev, Nordiev. il y a son coach Ahmed qui est très gentil, c'est une bombe, son coach magnifique. Hmm. Et ils étaient, je crois, 6 Tchétchènes. Et ils ont tourné avec des élèves à moi, entre autres Taha. Et ils ont kiffé. Mais vraiment, au point où ils ont dit à Taha, tu es dans quel orga? Ils l'ont dit, t'es dans quel orga? Ah, il arrive à les prendre, à les soulever, mais vraiment, c'est sérieusement. Et Taha, il est dans aucun orga. Taha est Ça dans montre aucun. que le MMA marocain n'est pas à sa juste valeur. Exactement. Exactement. Et quand tu vas tourner aussi avec comment il s'appelle? Avec Gianni, Gianni, c'est la même chose. C'est solide. Solide. Donc voilà. C'est plus le MMA il y a 10 ans, quand je suis arrivé, ça n'a rien à voir. Alhamdoulilah. Donc on a Bah, notre mot à dire. moi, je suis à ma dernière question là. Vas-y. Bah, c'est déjà, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours d'artiste martial et de coach en général? Et si t'as quelques anecdotes, vas-y. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens Zama, mes qualités. Non, genre, en général, si, quand tu revois tout ton parcours, que ce soit taekwondo, que ce soit avec, quand tu faisais du MMA avec Cheikh Congo, quand Ah, tu parcourais les salles en France, quand t'es venu au Maroc, t'as ouvert Gym Factory, jusque maintenant, ouais. comment Ah, tu résumerais un peu tout ça? je... je pense que écoute, Allah il m'a donné ce qu'il m'a donné, le parcours qu'il m'a donné. J'ai eu des grosses galères physiques et puis aussi financières. Il fallait que je fasse ma vie, donc c'était un peu compliqué de pouvoir avoir une carrière pro.
Et j'ai tourné avec des pros, des vrais combattants et tout. Et j'étais très bien. Alhamdoulilah, j'aurais pu faire une. Moi, à l'époque où j'étais avec Nayeb, je tournais avec des très très bons combattants. Et voilà, j'en voyais lourd. Et puis même les jeunes là, qui tournent avec moi, ils te le diront. Euh, Malheureusement, les pépins physiques, les arthroses, les trucs et tout ont fait que j'ai pas pu faire une petite carrière au moins en MMA. Et franchement, des fois, je regrette. J'ai de l'amertume, tu vois. J'aurais voulu faire quelque chose. Je suis peut-être pas né à la bonne époque. Et puis voilà. Mais alhamdoulilah, j'ai appris énormément. J'ai eu, j'ai beaucoup analysé. J'analyse beaucoup. Et bah, j'arrive à transmettre un petit peu toutes ces années que j'ai eues. Là, il y a plus de 30 ans dans les sports de combat. Donc j'arrive à transmettre mon parcours en lutte à livrer, en boxe anglaise, en machin, en MMA. Et voilà, donc je suis super content. Moi, je suis super satisfait quand je vois un de mes élèves qui est propre. Tu peux même pas imaginer la satisfaction que j'ai. C'est vraiment un kiff. Ok. Est-ce que tu voudrais faire un petit mot de la fin, un petit message, quelque chose? Bah, j'espère qu'il y aura une solidarité envers tout le monde, tous les coachs, tous les fighters marocains, et que on arrive justement à monter le drapeau dans les grosses organisations, mais je parle de Marocains résidents, qu'on Mhm. arrive à monter le drapeau dans des grosses orgas et montrer que voilà, on a de la qualité, on a la qualité, et le montrer au monde entier, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. c'est tout. Bah, Et c'était... dernier mot, Vas-y, vas-y. dernier mot. Moi, vous savez, bon, la plupart des gens savent, je suis algérien, je suis pas marocain, mais il n'y a pas, pour moi, hein, à mon sens, hein, pour moi, je suis chez mes frères. J'ai voulu venir et m'installer ici avec mes frères parce que je suis avec les gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs et la même religion que moi. À aucun moment donné, je me suis posé la question du drapeau, de la couleur du drapeau ou des frontières. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me sens avec mes frères ici, mes frères et mes sœurs. C'est mon pays. Euh, Peut-être que ça peut déranger des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce truc-là. Je suis pas du tout nationaliste. Je suis plutôt, euh, je pense plus à ma religion. Je vais mourir demain et j'emporterai que mes actes avec moi et rien d'autre. Les conflits politiques ne sont pas de notre ressort. On ne pourra rien y résoudre et on n'a même pas en vérité, dans notre cas à nous, à y s'y mêler parce qu'on va rien pouvoir changer. Nous, on doit juste être fraternels entre nous et nous occuper de notre mort prochaine, Inch'Allah. Et voilà. Donc, je dis ça parce qu'actuellement, je vois des choses et j'entends des choses et ça fait mal au cœur. Parce que les gens, ils n'ont pas compris la priorité de la vie. La priorité de la vie, c'est pas ça, c'est l'au-delà. Khair, Inch'Allah. 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 C'est un très beau message pour terminer. Je pense qu'on Merci. n'aurait pas pu terminer sur mieux. Merci beaucoup tout le monde. C'était Samy et Adam. Merci, Et Adam. bonne écoute. Merci. Et Allah, ça va être. Ciao.